savez, on exige souvent aux journalistes d'aller chercher l'information. On exige toujours aux journalistes d'être responsables dans la relation des faits. Mais rarement on demande aussi aux sources d'avoir, on va dire, les devoirs d'accorder aux journalistes un accès facile à ces informations. D'où l'objet de ces cafés presse qu'organise GED en collaboration avec Internews pour justement essayer d'établir sur l'état de la question. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir pour discuter. Évidemment, celui qui nous reçoit, c'est le secrétaire général de Journalistes en danger GED, M. Tivis Chiwadi, que voici, qui va faire un mot d'ouverture. Après, nous allons suivre 3 minutes, 2 minutes 50 de Vox Pop qu'on a réalisé pour illustrer ces cas d'accès à l'information. Et après, nous aurons le plaisir de bénéficier de l'expertise de nos 3 invités qui sont là. Monsieur Henri-Christin Longenja de Collectif 24, le professeur Kabongo qui est avec nous et ainsi que l'honorable Patrick Mouyaya il n'aime pas que je dise qu'il est ancien journaliste et qui est journaliste de formation, qui a pratiqué, qui aujourd'hui a rejoint le Parlement, qui suit également les questions au niveau de l'Assemblée nationale. Sans plus tarder, je vais inviter monsieur Tivis Chiwadi pour son mot de circonstance. Merci. Je voudrais d'abord m'acquitter, comme on dit, d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter à tous, à chacun, à chacune d'entre vous, la bienvenue dans cette salle. Je voudrais aussi saluer ces invités de marque qui nous ont fait l'honneur d'être là et qui vont participer à ces échanges, soit comme experts, soit comme orateurs. Je vois l'honorable Patrick Mouyaya qui est là, M. Emmanuel Kabongo et M. Henri Longenja qui nous font l'honneur d'être là. Et de ce contexte, je voudrais dire un petit mot pour faire le lien avec le thème central de ce café presse, qui est la problématique de l'accès à l'information pour des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Ce thème, pour moi, pourrait se décliner aussi autrement, pour parler du rôle des médias et de l'information, justement, pour des élections démocratiques, transparentes, et que tout le monde veut qu'il soit effectivement apaisé. Et comme vous le savez, depuis, avec la publication par la CENI de son calendrier électoral qui fixe pour la fin de l'année prochaine l'organisation des élections générales, donc présidentielles, législatives et provinciales, la RDC se trouve engagée dans une sorte de ligne droite qui doit nous conduire vers ce qu'on appelle la première alternance démocratique, mais en même temps vers ces élections que tout le monde appelle de ses voeux, qui se déroulent dans un climat non seulement démocratique, mais qui soit vraiment apaisé. Malheureusement, il faut constater que le processus qui mène à ces élections, le processus électoral qui mène à ces élections se déroule dans un climat de vive tension politique, une tension politique qui s'accompagne des violences, comme j'ai dit toujours, et des violences qui n'épargnent pas des journalistes. Dans ces conditions, on peut se poser déjà la question, comment un processus qui se déroule dans un tel climat peut-il aboutir à des élections qui soient vraiment apaisées? C'est la question. Mais en même temps, j'ai parlé des violences qui touchent les journalistes. Notre dernier rapport a bien indiqué que des journalistes, dans cette période, subissent pas mal d'exactions dans le cadre de leur travail. Et que donc, à côté de ces violences physiques, il y a aussi des cas de censure. Il y a des cas de difficultés d'accès, effectivement, à l'information. Et pourtant, tout le monde reconnaît aussi que si on veut avoir des élections apaisées, l'apaisement ou non des élections ne peut provenir que de la transparence. La transparence du processus qui doit être assurée, effectivement, par les journalistes. Et donc, c'est dire que les journalistes ont un rôle éminent à jouer pendant cette période. Et comme a dit Patient, si dans leur travail quotidien, les journalistes sont obligés, de par la loi et par leur déontologie, de vérifier les informations qu'ils doivent diffuser, aucune obligation. Il n'y a aucune loi qui fait obligation
à ces sources de pouvoir diffuser ces informations. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour les journalistes dans leur cadre de leur travail. Et donc nous sommes donc réunis ici, dans ce cadre, pour faire l'état des lieux de la situation de l'information. En général, de manière générale, comment les journalistes arrivent ou essayent de faire leur travail dans ces conditions. Est-ce que les journalistes arrivent à donner les informations dont le public a besoin? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Parce qu'au-delà du travail du journaliste, au-delà du droit à l'information, il y a le droit du public à l'information. Et comme on a dit, la loi d'accès à l'information, pour moi, ne doit pas être un prétexte pour les journalistes pour ne pas faire leur travail. D'autant plus que, comme vous le savez, la loi d'accès à l'information n'est pas une loi particulière pour les journalistes. C'est une loi citoyenne qui intéresse tout le monde. Et au niveau des organisations professionnelles et des organisations de la société civile, nous avons commencé à faire depuis plusieurs années un plaidoyer justement pour cette loi d'accès à l'information. On va en parler et c'est pour cela qu'il y a le président du collectif 24 qui est là pour nous parler en fait des enjeux actuels par rapport à cette loi. Quels sont les enjeux de cette loi d'accès à l'information dans les enjeux qui sont les nôtres si nous voulons avoir des élections démocratiques et transparentes? Il va nous en parler pour ne fût-ce qu'essayer de comprendre aux politiques qui semblent ne pas comprendre l'importance de cette loi, que si nous voulons effectivement avoir des élections transparentes, il est important de pouvoir doter les citoyens de manière générale et les médias de cette loi d'accès à l'information. Il y a un plaidoyer qui a été fait, il y a un projet, une proposition de loi qui a été déposée au niveau du Parlement. Où est-ce qu'on en est avec ce projet? L'honorable Patrick Mouyaye est justement là pour ça, pour nous faire l'état d'avancement de cette loi qui est importante au niveau du Parlement. Voilà un peu en gros ce dont on va parler ce matin. J'espère qu'au sortir d'ici, au sortir de ce café presse, chacun aura contribué, peut-être par des propositions, pour que demain, le travail de journaliste soit facilité. Et que peut-être à l'avenir, nous puissions tous ensemble saluer la promulgation de cette loi qui est importante pour tous les citoyens, mais particulièrement pour nous, les journalistes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tuvis, pour ce beau contexte qui résume plus ou moins les cadres dans lesquels nous sommes. Et puisqu'on dit que c'est une loi citoyenne, une loi qui intéresse tout le monde, pas que le journaliste, nous avons baladé les micros pour justement demander aux citoyens qu'est-ce qu'ils en pensent justement de ces thématiques. Les difficultés en ce qui concerne l'accès à l'information en RDC persistent toujours, puisqu'il y a des milieux tels que la présidence de la République qu'on atteint difficilement, vous savez. La liberté d'expression est actuellement volatile à Goma, spécialement la police qui veut se comporter comme un guide d'angle pour les reportages des événements. Les autorités ne donnent pas l'information au moment voulu ou alors au moment opportun. C'est ce qui fait même souvent que la rumeur prenne les dessus en lieu et place de l'information. Par exemple, les journalistes obtiennent difficilement les informations des postes de police, des camps des militaires. Le maire, lui, n'en parle même pas. Aujourd'hui, à Lubumbashi, aucun média, aucun journaliste n'est à mesure d'informer le public, le Louchois, les Hauts-Katangais, sur ce que le gouvernement provincial paye en termes de location du bâtiment abritant maintenant le bureau du gouverneur. Parce que vous savez qu'à Lubumbashi, le gouvernorat est en train d'être réhabilité et réfectionné. En ce qui concerne la liberté d'expression, c'est encore un autre problème. Il suffit juste de voir comment les gens évitent des sujets qui fâchent sur les milieux publics par crainte de se faire réprimander par la police. La police qui, normalement, devait être à la portée de la population. En RDC, les gens ont peur de la police, surtout qu'on assiste désormais à une sorte de bras de fer entre les autorités compétentes et la population. Même nous, en tant que journalistes, on tourne la langue plusieurs fois. Il y a une autocensure criante qu'il faut faire avant de prendre parole, ce qui ne s'explique pas. Surtout que la RDC vient d'être élue au poste des membres au Conseil des droits de l'homme
des Nations Unies. Donc, c'est qui est vraiment une question qui n'est pas du tout normale. Normalement, la RDC devait normalement être un exemple des droits de l'homme, c'est qui ne s'observe pas ni dans la presse, ni dans nos vies. On assiste à une sorte de prise en otage de médias dans le Haut-Katanga, principalement à Lubumbashi. Tous les médias des opposants sont fermés. Et puisque tous les médias des opposants sont fermés, on a affaire à un son de cloche seulement. Et par conséquent, le journaliste traite les informations en faveur de leur employeur, qui est les gouverneurs. Professeur Emmanuel Kabongo, on a fait le tour. Et évidemment, il y a la police qui ressort, on a les gouvernorats, on a pas mal d'informations et ça va un peu dans tous les sens. Si on vous demandait de faire l'état des lieux aujourd'hui du droit de l'information en RDC avec un accès sur, un axe sur l'accès à l'information, qu'est-ce que vous direz? Dans ces discussions, c'est axé sur la problématique de l'accès à l'information pour des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Alors, nous nous interrogeons. Dans ces pays, depuis 30 ans, il y a ce qu'on appelle un boom numérique. C'est-à-dire nous avons le plus grand nombre de journaux de toute l'Afrique centrale réunis. Nous avons le plus grand nombre de télévisions, le plus grand nombre de radios de toute l'Afrique centrale réunis. Mais alors, pourquoi est-ce que dans ces pays-là, nous avons l'électorat le plus faible? Pourquoi c'est dans ces pays-là, les téléspectateurs, les auditeurs ont des opinions volatiles? Donc, il y a un problème qui se pose, c'est qu'il faut aujourd'hui, en tant que journaliste, s'interroger si réellement nous faisons notre travail correctement pour donner au peuple les informations utiles, n'est-ce pas, et fiables, qui sont fondatives de grandes opinions et de grandes connaissances. La preuve est que, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, les médias congolais sont les plus pauvres d'Afrique noire. Tous les médias vivent une faillite non déclarée. Pourquoi? Parce qu'il y a incapacité d'accéder au lectorat. Les gens ne payent pas des journaux, les gens suivent les télévisions, et sur les télévisions, qu'est-ce qu'ils suivent? C'est des petits cinémas, films étrangers, indiens, rien à faire. Ça signifie quoi maintenant? Ça signifie que les annonceurs ont fui les médias. Le média ici, quand vous regardez le matin, il n'y a vraiment pas rien comme annonceur. Ils n'ont pas de revenus, ils payent des salaires microscopiques aux journalistes, et nous sommes en train de sombrer. Donc, nous nous interrogeons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le public congolais, 80 millions de Congolais, c'est quand même un peuple assez important pour qu'on puisse capter ne fût-ce que 10%. Pourquoi est-ce que ce peuple fuit les médias congolais et s'agglutine autour des médias périphériques pour apprendre l'information sur le Congo? Ça signifie que le contenu que nous exploitons, que nous traitons et diffusons, ne sont pas des contenus qui agrippent l'imaginaire, qui attrapent l'intelligence, qui donnent lieu à l'honneur, au bonheur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les journaux, nous âgés d'ici, nous nous astreignons quand même à regarder les journaux congolais. Il n'y a que des informations protocolaires, des consensus institutionnels. Nous sommes devenus des porte-parole des ministères, des porte-parole des hommes politiques, sans aucune enquête. La preuve est qu'il y a eu beaucoup de scandales dans ces pays. On a parlé des Panama Papers. J'ai vu rarement un journal, alors que ces informations étaient bien vérifiées, bien investiguées par les médias internationaux, qui nous ont donné comme des informations bien traitées. Personne n'a pu faire les relais. On a entendu des gens dire non, le ministre Mende a dit que si vous diffusez ça, il faut donner des preuves. Mais c'est nous prendre pour des idiots ou quoi? Ces informations ont été déjà hiérarchisées, traitées et diffusées. Vous nous demandez à nous des preuves, ne fût-ce que des relais, personne n'a fait. Il y a eu ici un monsieur Lumumba qui travaille à la BGFI Bank, qui a fait un travail sérieux, un cadre de la BGFI Bank, qui a démontré que tout l'argent pour les élections a été volé par cette banque avec des hommes politiques, et on a cité des noms. Aucun média congolais. Alors que ce garçon qui a lancé l'alerte au prix de sa vie, il faut fuir de ces pays, il vit à Paris, aucun média n'a pris le courage, ne fût-ce que de répercuter cette information. Parce que toutes les preuves étaient données. Comment l'argent versé par le gouvernement dans cette banque, BGFI Bank, chez Moutoile est là-bas, l'argent est ressorti, si c'est 1 milliard, il n'en sortait que 200 millions pour la CENI et le reste disparaissait.
Personne n'en a parlé. Donc, il y a là un problème réel de manque de journalisme d'investigation. Dans un pays, il y a beaucoup de scandales. Aujourd'hui, prenons le cas le plus simple. Kimbouta a arrêté les véhicules pour dire « payons des vignettes ». On dit « allez à la banque pour payer ». Mais quand vous arrivez à la banque, vous ne trouvez pas un guichet ouvert. Vous trouvez plutôt des agents de Kimbouta qui sont là avec des seaux et des sacs, qui prennent de l'argent et qui vous signent des trucs à la main. Aucun journaliste n'a fait une enquête pour savoir comment l'argent qui devait circuler dans une banque. Parce que la banque aujourd'hui, la bancarisation aujourd'hui est une garantie. Une garantie de bonne gestion. Pourquoi cet argent n'entre pas dans une banque? On le prend devant une banque, on le met dans des sacs, visiblement comme ça. Personne n'a fait une enquête. Donc il y a là un problème réel où les journalistes congolais, soit par incompétence, soit par corruption, soit par peur, soit par paresse, s'obstinent à ne donner aux Congolais que des informations protocolaires, que des informations qui sont des consensus institutionnels, qui ne sont que des paroles des ministres. Ça, le peuple répond à tout ça en se délaissant, en méprisant notre presse, en méprisant nos journaux. Ceux qui achètent les journaux aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des moyens institutionnels. C'est-à-dire, il est payé, il travaille pour lire un journal et rendre compte. Mais comme ça, trouver quelqu'un qui dépense son argent, moi je donne un exemple très simple, monsieur du potentiel. Le potentiel qui prétend être un grand journal sur Kinshasa n'arrive même pas à vendre 1000 numéros sur une population de 15 millions sur Kinshasa. Mais le reste ici. Donc c'est dangereux, mes amis. Nous devons nous interpeller. Nous parlons ici en tant que GED, c'est-à-dire une association de journalistes. Nous ne sommes pas un syndicat. Mais nous nous interrogeons. Comment est-ce que nous allons avancer à ces rythmes-là? Même les élections qui viennent, même s'il faut de la transparence, de l'apaisement, c'est la vérité qu'il faut donner. Mais qu'aujourd'hui, ils donnent la vérité. Les journalistes se cantonnent, ils disent « nous avons peur ». Pourtant, nous avons fait remarquer que depuis 2015, 2016, 2017, il n'y a pas d'assassinat des journalistes. Il n'y a pas d'emprisonnement des journalistes. Il n'y a pas de journalistes disparus. C'est vrai qu'il ne reste que des harcèlements, des incarcérations, tout ça. Mais ça va vous donner quand même une force pour vous dire que vraiment, ce système d'assassinat des journalistes, depuis Franck Higuet, est disparu et que vous devez reprendre le courage de faire votre travail de façon d'être ce que Malemba appelle les chiens de garde, avec Nizan, ce qu'on appelle les auditeurs du bien commun, ceux qui portent l'intérêt général haut et fort. Vos contenus aujourd'hui ne portent aucunement sur l'intérêt général. Dans un pays à scandale comme le vôtre, c'est vrai qu'il y a encore des journalistes qui sont arrêtés. Serge Kabonga a été arrêté par Madame Aguito parce qu'il a voulu publier un travail sur le détournement des fonds à la SONAS ou sur les impaiements des salariaux. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On l'a amené au parquet. Le parquet a dit il n'y a rien. Le parquet l'a relâché. C'est une figure. Si nous suivons quand même certaine justice, la justice là peut vous rendre justice. Serge Kabonga est resté en prison longtemps parce que la femme l'a fait arrêter, la dame l'a fait arrêter par des services détournés qui l'ont amené directement en prison. Donc, mes amis, je pense qu'il est temps que j'aide, que nous, les journalistes, nous puissions nous remettre en question. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'aide apprécie le travail qui est fait par les médias en ligne, qui sont très interactifs, qui sont très rapides. Donc, si vous ne suivez pas les rythmes des médias en ligne, là, vous allez sombrer. Donc, les médias en ligne aujourd'hui vont à la source des informations, diffusent en temps réel, et nous pouvons que les féliciter. Et nous disons que les médias classiques que vous êtes, c'est-à-dire les journaux que nous voyons ici, les radios que nous voyons ici, les télés que nous voyons ici, vous puissiez reprendre vos forces. Vous dire que vous travaillez pour l'intérêt général. Qu'il n'y a pas de métiers, il n'y a pas de métiers à zéro risque. Personne ne va nous dire aujourd'hui, même des médecins, ils sont arrêtés chaque jour ici. Même les maçons. Donc il n'y a pas de métiers à risque zéro. Nous travaillons pour l'intérêt général, pour voir comment est-ce que la cité est gérée et donner l'information à notre peuple pour qu'il puisse avoir les conditions de possibilité de voter en toute connaissance de cause. Mais si vous n'êtes pas capable de démontrer que les gens qui nous gèrent nous gèrent mal, vous laissez le peuple ici aller, n'est-ce pas, aux élections là-bas comme à l'abattoir.
pour se faire couper la tête. Donc, mes amis, je crois que c'est ça que nous avons voulu aujourd'hui chez JED. Nous poser la question du droit à l'information, non, mais du droit de l'information de notre public à accéder à la vraie information. Et ce droit est mis en œuvre, exécuté par nous les journalistes. Est-ce que nous l'exécutons bien? Si nous ne l'exécutons pas bien, ça signifie que notre peuple ira aux élections sans avoir de véritables informations sur les gens qui nous gèrent, sur la gestion de la cité, et il va se retrouver en train de voter des gens qui ne valent aucunement pas la peine. Voilà, voilà ce que nous avons voulu, enfin j'ai voulu, en tant que consultant permanent des JED, m'interroger, parce que je ne pouvais pas faire un état des lieux sur la loi de l'accès à l'information du côté d'un Christian qui est là, qui a travaillé depuis 10 ans sur cette loi, à côté de notre honorable qui suit la loi au niveau du Parlement. Nous nous interrogeons en tant que journalistes, pour notre public, en tant que professionnels des médias, et nous disons que nous sommes sur une mauvaise pente, ou par incompétence, ou par corruption, ou par paresse, pour ne pas faire des contenus qui puissent attirer notre peuple. Et notre peuple, nous le rend si bien en abandonnant nos médias dans la pauvreté. Nous devons changer. Nous devons reprendre haut la main notre travail, avec tous les risques qu'il en faut, et parce qu'il n'y a pas de métier au risque zéro. Voilà, merci. Monsieur, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur Emmanuel Kabongo, pour, on va dire, cette remise en question, puisqu'il a parlé aux journalistes en tant qu'également un professionnel des médias, et qui directement nous permet de jeter les ponts en nous projetant vers monsieur Henri-Christin Longenja, qui est le secrétaire exécutif du collectif 24, qui va, lui, nous parler des enjeux, justement, des enjeux du droit à l'information, des enjeux de cette loi, justement, en rapport avec les élections à venir. Si nous prenons les principes directeurs qui guident l'accès à l'information dans tout processus électoral pour qu'il soit dit démocratique et transparent, il est demandé à la CENI de publier des informations de manière proactive. Proactive, ça veut dire avant. Il ne faut pas attendre qu'on puisse venir demander. Et lorsqu'on entre dans le site de la CENI, il faut qu'on trouve ces informations. À titre illustratif, je dis que la CENI est appelée à créer, à garder et voire même organiser et conserver les archives d'une manière à faciliter l'accès à l'information. À adopter et à appliquer les mesures souples et proactives en matière de publicité, mettre en place des procédures et des processus efficaces et clairs pour traiter des demandes en information, et élaborer des procédures claires relatives aux demandes d'information, et en même temps publier les éléments ci-après, la structure organisationnelle, les plans stratégiques, les processus décisionnels, la procédure de recrutement du personnel, les politiques en matière de formation, les codes de conduite des employés, y compris aussi une déclaration des avoirs et des intérêts de tous les personnels de la CENI, les budgets et leurs sources de financement, y compris les fonds provenant des donateurs, et voire même aussi les rapports d'audit, les politiques de procédures d'attribution des marchés, les rapports annuels et les informations détaillées sur les antécédents professionnels de tout un chacun, la politique concernant la déclaration des avoirs et des intérêts de leurs membres, pas seulement uniquement les membres de la plénière, mais il est aussi invité à tout le monde qui joue un rôle important de déclarer son avoir. La publication proactive aussi pendant la période préélectorale du calendrier électoral détaillé, les critères et les processus et les résultats de la délimitation des circonscriptions électorales sous une forme simplifiée. La liste des circonscriptions ou des districts électoraux, une description complète du processus d'inscription des électeurs, les listes électorales précisant les noms complets,
les numéros d'identité, le sexe, l'âge de chaque électeur, avec si possible une photographie, ainsi que toute modification ultérieure de ces renseignements. Les mesures prises pour des électeurs, pour que les électeurs puissent vérifier l'exactitude de ces listes, les plans d'opération, les éléments permettant de localiser les bureaux de vote, la localisation et le nombre des bureaux de vote, les bulletins, le nombre de bulletins commandés et imprimés, et le nombre de bulletins qu'on a donnés à chaque bureau. Et il y a vraiment toute une panoplie des éléments que les principes du droit d'accès à l'information, que ce soit au niveau de l'Union africaine, demandent à la CENI de publier pour qu'on se rassure réellement que le processus il est transparent. Parce que si ces informations-là ne sont pas mises à la disposition du public, voire même les fichiers électoraux, à ce moment-là, ça porte toujours des suspicions et la méfiance. Et il est demandé aussi à d'autres opérateurs, tels que même la sécurité. La sécurité doit dire combien la police électorale est censée aussi de dire combien d'argent on a mis à sa disposition. Quelles sont les mesures qu'ils prennent pour sécuriser les opérations de vote? Quelles sont les mesures qu'ils prennent pour essayer de rassurer tout le monde? Les partis politiques, il est demandé, parce qu'ils sont aussi acteurs, de publier quelles sont les procédures qu'ils mettent en place pour les choix des candidats et l'identité de chaque candidat. Et déclarer les avoirs, combien ils vont mettre comme paquet pour mener la campagne. Ceci pour éviter les détournements ou soit le blanchissement d'argent. Il en est même du gouvernement ou des candidats qui sont au niveau du gouvernement de déclarer aussi leurs avoirs et comment ils font pour se départir des biens publics au lieu de les utiliser dans la campagne. Donc, et la société civile, quand on fait les missions d'observation, il est demandé d'abord de publier l'identité ou soit des observateurs pour savoir est-ce qu'ils sont bien formés, quel est le code des observateurs, comment on les a déployés, les rapports, et publier les rapports avec toute indépendance. Donc, les textes, nous allons placer à la disposition des gens qui pourraient vous balancer. Il y a plusieurs principes pour que chaque acteur puisse vraiment jouer son rôle et afin qu'on puisse se dire que le processus est démocratique. Et voilà l'enjeu par rapport à cette loi, parce que comme je disais, ces principes sont repris dans la loi sous examen. Et que si cette loi est votée maintenant, ça permettra à ce que tout le monde puisse aller demander les informations. Parce que souvent, comme le prof disait, j'ai toujours dit souvent lorsque nous discutons avec les journalistes, il dit soyez les journalistes d'information et non les journalistes d'opinion. Parce que les journalistes d'opinion, bon, vous m'accordez les micros, je vous donne ce que je pense. Mais les journalistes d'information, je vais scripter à la source. En utilisant l'approche basée sur l'accès à l'information, dans tout processus électoral, ça permet à ce qu'il y ait plus de transparence et de crédibilité et les élections peuvent être apaisées et acceptables par tous. Merci beaucoup, merci infiniment pour toutes ces précisions. Des propos qui rejoignent vraiment ce que le professeur Emmanuel Kabongo avait dit. Donc c'est à nous, journalistes également, d'aller, même en attendant que la loi ne soit votée, promulguée. C'est à nous vraiment, journalistes, d'aller chercher l'information, non pas seulement être le relais des opinions des hommes politiques. Alors on va justement faire le lien avec le Parlement, où la loi électorale est en train d'être discutée, mais nous allons parler du droit justement à l'accès à l'information avec l'honorable Mouyaya, qui a été longtemps journaliste, qui a fait un cursus journalistique et qui aujourd'hui se trouve au Parlement, qui, il faut le dire également, suit particulièrement aussi des questions liées non seulement à ces différentes lois, mais aussi à l'information, au développement de médias dans ce pays. Alors on va se retourner vers honorable Mouyaya. Où est-ce qu'on en est avec cette loi si importante eu égard aux propos tenus par le professeur Emmanuel Kabongo, mais aussi par M. Longenja? Alors, merci à GED, merci de l'initiative. La loi sur l'accès à l'information est en train de faire la navette. La navette, elle dure plus longtemps
que prévu, comme nos collègues du Sénat, l'honorable Moïse Nyarugabo, qui a été contacté par les collectifs 24 dans le cadre de la campagne qui a été faite dans ce sens, a porté la loi au niveau du Sénat. La loi a été adoptée par la Chambre sœur. Elle a été envoyée à la commission PAJ pour qu'elle puisse être étudiée par l'Assemblée nationale, comme les procédures parlementaires. C'est à ce niveau-là que les discussions se font pour l'instant. Je ne suis pas sûr que les discussions aient été faites hier, puisque la loi a été transmise quand même il y a plus d'une année, je crois. Mais c'est une question, à mon avis, d'opportunité ou d'urgence. Si la question de la loi n'a pas encore été alignée en plénière, peut-être puisqu'on estime qu'elle n'est pas importante ou elle n'est peut-être pas critique, puisqu'on parle du processus électoral. C'est pas seulement cette loi qui est en train de souffrir au niveau de l'Assemblée. Il y a la loi qui concerne particulièrement les médias, celle liée à l'exercice de la liberté de la presse qu'un collègue a proposé. Nous en sommes encore dans les cheminements parlementaires. Mais la vérité, c'est que par rapport à cette loi, il y a beaucoup d'appréhension. Beaucoup d'appréhension, puisque les gens pensent que si on donne cet outil, non seulement, la loi là, elle est d'ailleurs, pour moi, elle n'est pas, pas une loi des journalistes. C'est une loi qui accorde aux citoyens la possibilité eux-mêmes de prendre l'initiative et d'aller vers les sources d'information. C'est une loi qui nous faciliterait, même nous les députés. Nous n'avons pas toujours les informations que nous voulons, croyez-moi. Et que s'il y a cette loi qui crée le cadre, qui nous permet d'aller demander des informations à gauche, à droite, c'est une loi qui peut nous faciliter, notamment dans le cadre du contrôle parlementaire. Et donc, vous voyez que c'est une loi qui suscite beaucoup d'appréhension, puisqu'on pense, dans un pays où nous avons la tradition du tabou, fort malheureusement, je crois que les influences de nos coutumes, de nos villages, se répercutent dans nos quotidiens. Dans ce pays, on adore les tabous parfois pour rien. Et pourtant, au XXIe siècle, moi je pense qu'il est temps de mettre tout sur la place publique. De mettre tout sur la place publique, et surtout si on estime que nous n'avons rien à cacher. Donc, mais ceci n'empêche pas, malheureusement la session se termine dans 2 jours, que nous puissions reposer le problème, cette fois au niveau du bureau, pour voir dans quelle mesure cette loi pourra être effectivement alignée en plénière. La loi dont on parle, on la lie au processus électoral, puisque c'est vital l'information en période électorale. Mais je dois dire un point, on n'y fait pas très attention, mais dans ce pays, on veut construire une démocratie sans démocrates. Nos partis ne sont pas démocratisés, ni nous-mêmes. Je n'interroge pas l'état des lieux de la démocratie dans les médias, entre guillemets. J'estime que de ce côté-là, la question ne se pose peut-être pas. La démocratie, fort malheureusement, dans notre compréhension, c'est simplement le fait d'aller voter. Pas du tout. La démocratie vous impose la redevabilité. La démocratie vous impose justement la tolérance, l'acceptation de la critique. Et de ces points de vue, fort malheureusement, je ne sens pas beaucoup d'entre nous être prêts à vivre cette acception de la démocratie, au-delà du fait qu'il faut aller voter. La preuve, beaucoup de mes collègues, si pas moi-même, quelquefois, nous soustrayons de notre obligation de redevabilité, qui est essentielle. Et donc, vous voyez que nous avons un problème de compréhension et même de perception de concepts de manière générale. Et puis, nous avons dans ce pays un sérieux problème structurel à tous les niveaux en matière de communication. Peut-être que les éléments avancés tout à l'heure par Henri Crispin sont disponibles au niveau de la CENI. Mais est-ce que la CENI a un site qui est régulièrement mis à jour? Est-ce que le président de la CENI, quand il s'élève le matin ou hebdomadairement, il a des réunions avec ceux qui gèrent le site? Est-ce qu'il s'en assure? Je ne sais pas. Puisque fort malheureusement, j'ai travaillé à la primature, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale au bureau provisoire, mais vous remarquerez que la communication, c'est l'allié qu'on veut utiliser quand on a des problèmes. Ah, on attaque les bureaux. Ah, nous devons nous défendre. C'est là qu'on pense qu'on doit recourir aux médias. Mais on ne recourt pas aux médias dans une dimension proactive. On peut avoir autant de titres des médias, on peut avoir autant de chaînes de télévision, mais je ne suis pas sûr qu'avec cette manière de faire, nous arriverons à capter l'attention du public tel que nous le voulons. Aujourd'hui, je suis désolé, les médias les plus suivis
à mon avis, ce sont les réseaux sociaux, les médias en ligne, mais c'est aussi des pseudo, entre guillemets, journalistes, puisqu'avec les réseaux sociaux, tout le monde s'improvise. Le problème, c'est l'élite qui n'a pas ou qui ne réussit pas à montrer le chemin au peuple, que ça soit au niveau politique, que ça soit au niveau culturel, que ça soit à tous les niveaux. Si nous réussissons à sortir de la crise, je suis sûr que nous ressortirons plus forts. Sans plus tarder, on passe aux questions. Je me présente Rombo Kambanga de l'Agence catholique de presse d'IA. Ma question s'adresse principalement à l'honorable Mouyaya. Que faites-vous en tant qu'ancien professionnel des médias au niveau du Parlement pour pousser la cause de votre ancienne profession? Avez-vous constitué un lobby d'autres députés pour peser et qu'il y ait célérité dans l'adoption de la loi sur l'accès à l'information? Merci. Ma question s'adresse au professeur Emmanuel. Le professeur a dit c'est à cause de, on va dire, du contenu que le public a tourné le dos. Moi-même, j'appartiens à un journal. Quand je vois autant d'invendus, ça me fait très mal. Est-ce que ce n'est pas un problème d'abord de culture avant de parler du contenu? C'est Irène Moussouné, RTGA. La première question s'adresse au professeur Kabongo. Vous avez décrit un tableau sombre de la situation des médias congolais, où vous avez parlé notamment de la crise financière qui sévit, mais également la crise des contenus médiatiques. Alors, quel remède proposez-vous justement pour remettre en confiance ce public qui a finalement fini par basculer vers les chaînes étrangères, si on peut le dire? Et à M. Henri Longenja, je voudrais savoir où en est le collectif 24 par rapport au suivi du projet de loi portant accès à l'information au niveau du Parlement. Est-ce que faut-il exercer une forme de pression pour arriver à sa fin? Merci. Et pour terminer, à Monsieur Patrick, à l'honorable Patrick Mouyaya, je voudrais savoir juste que vous nous disiez si vous pensez que la loi d'accès à l'information dépendrait d'une manière ou d'une autre à la démocratie parlementaire qui est mise à mal, apparemment. Merci. À la première question de l'agence d'IA, quand on est élu député, on est député pour un mandat national et on n'est pas député pour le compte d'une profession. Moi, je crois que la question de la loi sur l'accès à l'information devait être politiquement portée. Nous nous sommes organisés à notre niveau, puisqu'à 3-4 reprises, on a posé la question. On a dit en plénière, on a soulevé la question, notamment avec les collègues Juvenal Mounbo, pourquoi on n'alignerait pas cette loi en cours d'examen? C'est une question des calendriers. Et vous avez dit quelque chose qui est important. Moi, je pense qu'il faut porter le combat de la liberté de la presse sur le plan politique. Absolument. Pour que ce ne soit pas simplement une question des médias. Absolument. Et nous travaillons pour qu'effectivement, nous puissions avoir des synergies entre nous, les médias, et un groupe de parlementaires. Il n'est pas normal que nous diffusions des informations sur des cas, par exemple, un journaliste a été tué, qu'un média a été plastiqué, et que cette information-là n'intéresse pas les politiques. Qu'on décide de fermer 3 ou 4 médias, qu'on décide de couper le signal des médias et que ça n'intéresse pas les politiques, que ce soit simplement une histoire des journalistes et des médias, je crois que ce n'est pas possible. Je dois aussi dire, et c'est ça, et c'est des responsabilités de la GED, c'est bien que nous soyons dans un cadre un peu entre confrères, mais que certains journalistes, je suis désolé, ce ne sont pas d'abord des journalistes, je considère, mais qui ont accès à des canaux d'information et qui font très mal leur travail. Et vous savez que l'homme politique, ce qu'il a des plus précieux, c'est son image. C'est son image. Et lorsque vous vous attaquez à l'image d'un homme politique, tout le monde n'a pas la même capacité d'encaisser. Et fort malheureusement, comme nous sommes dans un cadre qui est les nôtres, ça arrive. Puisque des journalistes responsables, à mon avis, ils n'ont jamais été inquiétés. Mais la véritable protection du journaliste, c'est son professionnalisme. Il y a des cas de dérapage que nous dénonçons, mais je crois que lorsque vous faites votre travail professionnellement, on peut vous appeler pour essayer de vous intimider. D'ailleurs, un professionnel ne peut pas être intimidé lorsqu'il pense que son information a été traitée de la manière la plus professionnelle. La question suivante. Alors, la question suivante de madame, je l'ai dit tout à l'heure, même les parlementaires, qui sont-ils les parlementaires? D'où viennent-ils? Moi, je considère que nous sommes une démocratie
en construction et que nous devons partir des contradictions telles que celles que nous connaissons pour y arriver. Et moi, je suis sûr que le combat qui est en train d'être porté sur la loi d'accès à l'information, la loi portant exercice de la liberté de la presse, puisqu'il faut quand même réactualiser cette loi des 96, bon, il y aura un moment, je suis sûr, qu'il y aura un moment où les politiques vont se dire « donnons aux médias ce qu'il leur faut pour être forts ». Puisque lorsque vous avez des médias forts, vous, les politiques, vous devenez forts en même temps. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Kabongo. Quand on veut subjuguer un peuple pour le rendre idiot, on crée des petites phrases du genre pour cacher l'information aux Congolais, il faut les mettre dans un livre. Tout ça, ce sont des petites choses que les gens racontent, hein, des petits blancs, parce qu'on joue sur notre conscience, sur notre mentalité. Vous comprenez? Donc la culture n'y est pas. La culture que tu vois là, mon fils, c'est une construction. On la construit. Et quand elle va mal, l'élite arrête. Vous comprenez? L'élite dit voilà. J'ai entendu mon frère Mouya dire tout à l'heure qu'il y a un problème des élites. Les élites, leur travail, c'est construire la culture. La culture signifie comment un peuple se présente au jour le jour devant les autres, devant lui-même. Vous comprenez? Quand un peuple comme le nôtre ici accepte qu'il travaille pour toucher $50, c'est 20 000 francs, ça signifie qu'il n'y a plus de culture. Là, il entre dans une sorte d'autodestruction personnelle. Il n'y a plus de culture. La culture, c'est une autocréation pour être heureux et pour être fier. Ce n'est pas un problème de culture, au contraire, c'est un problème de contenu. Faites un bon journal, il y aura toujours quelqu'un qui va l'acheter. Je voudrais dire à ma collègue ici, la journaliste de RTGA qui a parlé de propositions. Le journaliste, c'est un chercheur. Il a sa conscience. Quel est son rôle dans la société? Quelle est sa dimension? Comment il se pense lui-même dans cette société-là? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Monsieur Henri Christin. Ok, merci. Lorsque nous travaillons avec la commission, certains députés vous posent la question, cette disposition, quelle est ses retombées avec le chef de l'État? En pleine discussion, hein, et vous dites, mais honorable, la loi est impersonnelle. Oh non, 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 non. Nous devons garantir les intérêts du chef. Votre loi-là, c'est compliqué. Mais le texte a été fini, le travail est fini. Nous avons même le rapport fait par la commission PAJ, parce qu'au finish, on a donné à la commission PAJ et le texte est là. Alors, pour aller amener le plaidoyer plus loin, sachant bien qu'on a, avec toutes ces pesanteurs, on a amené le plaidoyer même jusqu'au niveau de l'Union africaine. Donc, c'est pour dire que le contexte politique actuel, c'est ce qui bloque. Est-ce qu'il faut-il faire la pression? En fait, c'est une loi citoyenne. Et la bonne pression, ce sont les faits qui précèdent la loi. Nous avons tout un arsenal juridique. Commençons à faire la pression en demandant les informations, en utilisant l'approche basée sur l'accès à l'information. Et lorsqu'on vous refuse, venez, les avocats sont là au niveau du collectif 24 qui puissent vous défendre parce qu'on vous a refusé telle information. Et on crée une jurisprudence, ça va pousser les politiques à faire avancer la loi. Pour terminer ce programme, nous allons accorder la parole à M. Tivis, qui nous a accueillis et qui suit depuis longtemps cette question, qui va clôturer cette session. La liberté de la presse, en deux mots, c'est le droit pour les journalistes d'informer, mais c'est le droit du public à être informé. Et donc, il est de la responsabilité du journaliste d'assurer au public ce droit à l'information. Et donc, le travail que nous faisons n'a de sens que lorsqu'on a en face des journalistes professionnels. Des journalistes qui prennent des risques pour apporter aux autres l'information et qui ont des ennuis pour ça. Ce sont des journalistes-là qui nous intéressent, nous. Et je pense que la question aujourd'hui, on ne peut pas, en tant que journaliste, prendre prétexte du fait qu'il n'y a pas encore cette loi d'accès à l'information pour ne pas faire leur travail. Je pense que l'arsenal est là, le contexte est là, qui peut permettre aux journalistes de faire leur travail. Nous avons besoin de journalistes professionnels. La question est ouverte, le débat est ouvert, mais l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites merci Olivier Touzolan et son équipe qui a organisé. Et ça aurait été encore mieux si la loi sur l'accès à l'information était promulguée. Merci, c'est fini. Merci.